En attendant, il y a eu le débarquement. Les Allemands n'emmenaient pas large. Ils arrivaient là, la tête un peu basse, avec la sensation qu'ils avaient, nous aussi, qu'ils avaient perdu la guerre, que c'était terminé. Pour nous, la guerre s'arrêtait au débarquement. L'illusion, l'illusion. Le 16 juillet, ils arrivent le matin, ils disent emballez toutes vos affaires parce que nous partons. Frau Müller est venue vers moi, me parlant très 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 gentiment. Et puis, parce qu'elle avait eu l'occasion de passer dans les cellules, puis elle me parlait comme si de rien n'était. Bon. Et là, elle me dit, tu sais, finalement, tu peux très bien te plaire en Allemagne, parce que une caresse comme ça sur la joue, je suis persuadée que tu te débrouilleras très bien en Allemagne. Donc, j'ai pas compris pourquoi j'allais me débrouiller très bien. Et les autres, on parle de toi. Voilà, qu'elle m'a répondu. Bon. Nous étions toutes là et on savait qu'on nous déportait. On savait pas trop, mais enfin, on savait qu'on nous déportait. Et à mi-chemin, le camion s'est arrêté et on a fait descendre ma sœur parce qu'elle était juive et que nous ne l'étions pas. Donc les juifs allaient à Nancy. Et nous, nous allions à Romainville. Et puis de là, donc, on nous emmène à Neubrem, en Sarre. Nous sommes restés là 2 jours, je crois. Et c'est là qu'on nous a mis dans des wagons à bestiaux. Et on nous a fait errer pendant au moins une quinzaine de jours avant d'arriver à Ravensbrück. Wagon à bestiaux, ça veut dire le tonneau au milieu du wagon, un tonneau normal de vin, où il fallait bien sûr se faire la courte échelle pour faire nos besoins. Et bon, ben, on était couchés les unes sur les autres. On dormait, comme vous disiez, à tour de rôle, parce que dans un wagon à bestiaux, on nous avait entassés, et il n'y avait pas la place pour tout le monde pour dire on va au moins s'asseoir. Donc c'était le calvaire, donc on se groupait, on se serrait les unes sur les autres, les unes contre les autres, enfin... voilà, on a donc alors, on suppléait à boire, ils ne voulaient pas nous donner, et puis un jour, alors, je sais pas, on est passé devant une fontaine, et l'eau coulait à flot, comme ça, un gros robinet. Et l'Allemand qui était là, bon, je lui dis, laissez-nous boire. Alors, celui qui était avec lui, il a dit non, on ne boit pas. Puis je commence à le supplier en allemand. On lui disait, mais enfin, donnez-nous au moins à boire, on n'a pas à manger, vous voyez dans quel état on est. Et il nous a laissés. Donc évidemment, moi j'étais la première, je suis sortie, j'ai bu. Toutes celles qui ont pu sortir, elles ont bu à même le robinet, mais enfin, malheureusement, tout le monde n'a pas pu boire. Et puis on nous a fait remonter dans ce wagon. Ce voyage en train, en wagon à bestiaux, était atroce. Difficilement racontable, parce que des gens dans un wagon à bestiaux avec un tonneau d'excréments et sans manger, sans boire, comment pouvez-vous narrer ça? Comment pouvez-vous raconter ça? Ça a duré longtemps avant qu'on arrive à Ravensbrück. La nuit tombait et je me rappellerai toujours, ça fait un drôle d'effet parce que comme il faisait déjà un clair-obscur, on voyait des ombres qui se mouvaient avec un fichu blanc sur la tête. Et moi je les revois, ces ombres qui bougent, voilà. Le premier soir,
Je crois qu'on nous a rien demandé. On nous a rien demandé le premier soir. Au petit jour, on nous fait sortir, et puis bon, ben, notre bloc était à l'ombre, et puis le bloc d'en face était au soleil. Et une de mes petites copines, une rouquine, eh bien, s'en va vers le soleil et s'adosse au mur du bloc avec du soleil. Hein. Et puis bon, il y a une espèce de furie qui sort d'une pièce, et puis qui se précipite sur elle et qui lui donne une belle paire de gifles. Bon, moi, je n'écoute que mon sentiment, et je me précipite sur cette femme qui a giflé ma petite copine, et je lui donne la même paire de baffes. Voilà. Donc elle se met à hurler, et les autres Polonais, il y en avait qui ont mis à crier aussi, parce qu'après, elles avaient eu peur pour moi. Mais enfin, bon, elle interpelle, il y a une femme soldate qui passe par là, une grande belle fille, une Allemande, habillée en allemand, bien sûr, et elle l'interpelle, qu'est-ce qui se passe ici? C'est un vrai scandale, qu'est-ce qu'il y a? Et elle raconte l'histoire à sa façon. Et moi, je l'interromps en allemand pour lui dire non, si je permettais, je vais vous raconter l'histoire comme elle s'est passée, si vous permettez. Parce que nous arrivons de France, nous sommes françaises et nous arrivons. Bon, il se trouve que, grâce à Dieu, c'était une personne aussi, comme il y en a certaines quand même dans n'importe quel pays et partout. Elle me dit, viens, on va marcher un peu et tu m'expliqueras. Et elle m'a fait marcher, elle m'a dit, pourquoi? Ben, je dis, parce qu'elle n'avait aucune raison, parce qu'elle est là depuis plus longtemps que nous, de gifler, donc je l'ai giflé aussi. Alors elle m'a dit, tu vois ces gibets, parce qu'il y avait des gibets tout le long du camp. Ces gibets, bon ben, pour un nom, on pendait, et on pendait souvent en musique. C'était ça, à Ravensbrück. Tuer en musique, avec un orchestre, bon, voilà. Et elle me dit, si j'ai un conseil à te donner, tu es là, tu fais plus de résistance, tu es là, tu dois subir ton sort et attendre que les choses se terminent d'une façon comme d'une autre. La seule chose à laquelle tu dois penser maintenant, c'est à sauvegarder ta vie, à sauver ta vie, à vivre. Le reste, que chacun se débrouille. Évidemment, parlant allemand, tu vas essayer de les aider, aide-les, mais sans que ça te porte préjudice. Comme il fallait soi-disant être sans maladie, sans rien, donc on nous a fait passer par les mains de plusieurs médecins. Et je suis donc passée par une gynécologue moi qui n'avais jamais eu de rapport avec un homme, eh ben, elle a déclaré que j'étais enceinte. Évidemment, c'était pas drôle parce que on allait peut-être me tuer parce que je servais à rien étant enceinte. Et puis il y avait une haie d'Allemands laissant juste la place d'un passage, par où on est d'ailleurs passé toutes nues, les unes derrière les autres, uniquement parce que la même personne nous mettait à toutes le même bâton dans la gorge. On ne va pas faire ça. Je trouve qu'ils sont assez courts. Oui, oui, oui. C'est parce que vos pointes sont un petit peu abîmées. Vous allez voir, ça va leur donner de la... Pas sur les côtés. Hein. Du tonus. Je vous ai pas tellement raconté finalement. Hein. Moi j'avais des cheveux très longs, très beaux. Et puis quand j'ai été déportée, bon ben on rasait les gens. Et c'est une Polonaise qui était là, qui rasait n'importe comment, je dois dire. Et moi j'avais des cheveux très longs, presque jusqu'au rein. Et puis quand elle m'a soulevé ma tignasse, c'est pas ce qui lui a plu, elle m'a poussée. Je suis allée valdinguer à l'autre bout du camp, l'autre bout de la pièce, mais elle m'a fait une espèce de sourire. Enfin bref, elle m'a laissé les cheveux. Et je les ai gardés tout le temps. Voilà.
Elle m'a pas coupé les cheveux. On m'a pas coupé les cheveux, on ne m'a jamais coupé les cheveux. Donc c'était un avantage pour moi parce que j'avais l'air d'un être humain. Je ne raconte pas tellement cette période de ma vie, parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que c'est un pays qui nous a reçus, nous les Juifs, qui avons été persécutés partout. Mais je raconte, mais je n'aime pas tellement, pas du tout même, parce que c'est pas ce que j'ai fait qui intéresse. Ce n'est pas ce que j'ai fait, il fallait le faire. Ce que je ne raconte pas non plus, mais quand je raconte, parce qu'il le faut, ça me fait très mal, très très mal. Parce que ce qui a été fait à mes parents, comme à tous ces millions de Juifs, uniquement parce qu'ils étaient Juifs. Et ça, c'est une peine, une blessure qui restera jusqu'à la fin de ma vie. Je ne me rappelle pas à quelle heure, mais rien du tout. Je vous appelle pour vous dire exactement votre rendez-vous. On se met d'accord. On a un rendez-vous, c'est le lendemain du jour où je parle. Nous sommes restés en quarantaine à Ravensbrück 3 semaines. Et ensuite, on nous a toutes mises dans un wagon, à Bestiaux, le même. Et puis bon, on est arrivé dans ce petit camp, qui était un ancien camp militaire. Le commandant était un homme avec la cape et le casquette et tout ça, qui avait 70 ans et qui ne tolérait pas qu'on frappe. Il avait interdit qu'on frappe, mais il y avait un Rapportführer, ça veut dire un meneur de rapport, un faiseur de rapports. Il y avait ces rapports, un grand gaillard qui avait peut-être 2 mètres de haut. Ce grand Rapportführer envoyait une gifle comme quelqu'un aurait fait. Vous voyez, pour un oui, pour un non, il tapait, il s'occupait pas, c'était une femme ou... bon, alors, puis un jour, il m'a dit, t'es belle comme une juive. Et j'ai eu peur. Je sous-signais Mademoiselle Lecoq Adèle, sous-lieutenant FFC, certifie sur l'honneur avoir connu Madame Gomez Hélène sous le nom clandestin de Hélène Guérin. Hélène faisait partie de mon convoi de déportés en Allemagne de juillet 44 à mai 45, Neubrem, Ravensbrück, Gartenfeld et Sachsenhausen. Toutes les déportées n'avons eu qu'à nous louer de l'attitude d'Hélène Guérin. Paris, le 14 décembre 1948. Durant tout le temps où on est resté à Gartenfeld, je suis allée travailler à la comptabilité, les nouvelles machines à cartes perforées, enfin bref... J'adorais les poèmes, Baudelaire, Verlaine, enfin tout ça. Et il y en avait toujours un qui me revenait. Et quand on a eu des petits moments de pause, derrière la carte perforée, qui servait plus à rien, eh ben, je faisais un poème.
Et puis un jour, en ouvrant mon tiroir, je trouve une de mes cartes perforées et sur laquelle il y a marqué, il y a un mot qui est entouré. Et qui êtes-vous? Excusez-moi, mais je me suis permis de corriger une petite faute. Alors ça m'a amusé, bien sûr. J'ai pris une autre carte perforée et puis je lui ai à peu près expliqué qui j'étais, ce qu'on faisait là. Il m'a posé des questions qu'on ne connaissait pas, il ne savait pas. Bon, il savait le STO, mais enfin, résistance, il avait 35 ans, il était expert comptable. Je ne sais pas s'il était à 35 ans, je ne sais pas s'il était envoyé ou s'il est venu travailler librement pour davantage gagner sa vie en Allemagne. Je me rappelle pas. Il s'appelle René Nénard. Bon. Puis là, on a commencé à correspondre. C'était très agréable, des vers, moi, mes petits poèmes, tout ça. Et puis voilà, et puis il m'a raconté tout, qu'il vivait avec ses parents, qu'il était très catholique, que Dieu allait nous aider, Dieu allait m'aider, etc., etc. Il m'a laissé un missel. Il me laissait de temps en temps un morceau de pain, un morceau de chocolat. Enfin, chaque fois qu'il pouvait me laisser une petite gâterie, moi, je lui racontais. Je lui racontais ce qui se passait dans le camp, ce que je faisais là, ce que je passais dans le camp, que je couchais avec une nommée Simone, dont la mère était là aussi, couchait dans le chalet du bas, et que, bon, que s'il voulait me voir, alors j'aimerais bien vous voir. Je dis, c'est pas difficile. J'ai dit, on passe par le chemin. Et il me dit, oui, il me dit, j'ai déjà vu passer le groupe, j'ai essayé de regarder, de voir. Je dis, vous avez vu les enfants qui crachent sur... on écrit tout ça. Puis il me dit, voilà, je l'ai écrit, voilà, c'est pas difficile. Je suis la seule à avoir des cheveux longs, bruns. Donc je vais mettre mon fichu blanc, je me mettrai à droite sur le bord. Et puis, ma foi, si vous êtes là, vous me verrez passer. Et puis le lendemain, j'avais un papier qui me disait que j'étais belle, que si, que là, que... continuer à correspondre durant tout le temps où on est resté à Gartenfeld, parce que Gartenfeld a été bombardé, et puis... Dans un abri, on a entendu les avions, on a entendu tout ça. On était contents parce qu'on était heureux quand on savait que ça allait bombarder. Tout le monde avait peur, même ceux qui nous gardaient. Puis après, on a entendu les bombes tomber, on a entendu un tas de trucs. Bon, les blocs à côté de nous. Puis ça s'est arrêté, ils sont passés, puis ça s'est arrêté. Puis on est sortis, il y avait des morts, il y avait des blessés, et les blocs étaient soufflés, et plus rien. On s'est regroupé toutes celles qui vivaient, les prisonniers français, la même chose. Donc, on voulait se sauver, mais on ne nous a pas laissé nous sauver. On ne nous a pas laissé. On nous a regroupé, il y a des soldats allemands qui nous ont regroupés et qui nous ont fait partir de ce camp pour nous mettre dans un autre camp. Oranienburg-Sachsenhausen. Et ensuite, on nous a toutes mises dans une chambre à gaz à tuer. Et oui, on savait bien, on la connaissait. Hein. Donc, on était là, on attendait les rigoles et tout ça. Et puis, le matin, on est arrivé. Et puis, le soir, ils nous ont fait sortir sans rien nous faire. On était sûrs qu'ils allaient nous gazer. Le 21 avril, ils nous ont tous réunis, et puis ramassez vos affaires, et on s'en va. Il fallait évacuer Sachsenhausen. Il fallait pas s'arrêter, il fallait marcher. Moi, j'ai porté sur mon dos un vieux monsieur qui était sur une borne. Mais enfin, ça, c'est un détail. Mais il fallait marcher sans arrêt. Et on voyait, il y avait des fossés le long de la route, partout. On voyait malheureusement des hommes, des femmes, n'importe qui, comme ça, agonisant. Parce que ou il est supprimé, ou bien il est laissé mourir tel que, plus de force, donc, ou bien il est poussé carrément dans le fossé. Il est laissé mourir ou il est tué, mais il fallait avancer. Si on n'avançait pas, on mourait.
Il y avait des enfants avec nous. Des enfants habillés tout en noir. On regardait ces enfants qui marchaient avec nous, habillés tout en noir. Est-ce que c'était des petits juifs? Sûrement des petits juifs. On les laissait marcher, personne ne s'en occupait, personne. Et ils marchaient avec nous. Et puis finalement, ils nous font entrer dans une forêt, et puis ils nous parquent là en nous disant de ne pas bouger. Il y avait des Russes, il y avait des Polonaises, voilà, on était là dans la forêt avec des sentinelles. Des Belges cherchent à sortir, parce qu'on a entendu des coups de feu, on s'est précipité. Bon, elle s'était fait tuer. Puis le lendemain matin, on était avec une Italienne. Et elle m'a dit, Hélène, et si on allait voir quand même ce qui se passe? J'ai dit, je ne veux pas me faire tuer. Mais elle dit, écoute, on va voir, on va se glisser. Bon, moi, intrépide, on s'est faufilé partout. Puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus personne. Le camp, la forêt n'était plus gardée, des armes étaient abandonnées, il n'y avait plus rien. Alors on a marché. On a marché, on a marché, on a marché. On est tombé sur une place. Et sur cette place, 3 bons hommes, 3 Russes, 3 officiers russes, discutaient le coup en se marrant. Alors on s'est approché, on a essayé de leur faire comprendre, impossible de leur faire comprendre. Puis enfin, ils nous montrent, derrière, on détourne un café, et on rentre, on ouvre une porte, des soldats russes affalés, ivres morts. Bon, on recule, parce qu'on a peur quand même. On recule, on recule, on recule, on recule, et je sens un bouton de porte derrière moi. J'ouvre ce bouton de porte, et je me trouve devant un régiment français. Ils sont libres, eux, il n'y a plus rien du tout, c'est les Russes qui les occupent, ils pensent qu'il y a une chose, c'est à rentrer, impossible de leur faire comprendre, mais je me suis fâchée. Ils m'ont collé sur un tonneau, et puis ils m'ont fait raconter. Alors j'ai raconté, j'ai monté ma robe, la robe comment ça s'appelle, enfin. Et puis ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ben, je dis, il y a une camarade qui meurt dans la forêt. Je dis, on n'a rien à manger, on a besoin quand même de vivre, aidez-nous. Alors là, quand même, le gradé, là, qui était là, il a réuni tout le monde, dans toutes les fermes, on a fauché les vélos, on a fauché les chevaux, on a fauché les charrettes, on a pris tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il pouvait y avoir à manger, on a tout fauché. Puis nous voilà arrivés dans la forêt et Marie venait de mourir. Puis la première ferme qu'on a trouvée convenable, eh bien, on a emmené Marie, on l'a enterrée le mieux possible. On est resté là, à manger, le meilleur, bien avec les Français. On parlait de rentrer, mais on n'était pas pressé, on manquait de rien. Puis un jour, le Français est arrivé en disant, la lope, faut tout ramasser. Pourquoi? Il me dit, parce que si vous voyez ce qui se passe dehors, c'est incroyable. Alors qu'est-ce qui se passe dehors? Les Russes violent toutes les femmes. Il faut voir, ça se passe même sur le trottoir. Donc on prend nos clics et nos claques, et puis on s'en va, effectivement. Donc on marche, on roule, on fait ce qu'on peut jusqu'à ce qu'on tombe sur des Anglais, je crois, au départ, qui nous reçoivent d'ailleurs très bien, qui nous demandent notre identité, qui nous nourrissent, qui cherchent à nous mettre le plus de confort possible dans des maisons, enfin, moi je ne voulais pas quitter ma robe et d'autres ne voulaient pas non plus, donc on voulait bien être propre, mais avec les vêtements qu'on portait, qui servaient de témoins. Ensuite, donc, nous ne sommes pas restés avec les Anglais, nous sommes allés chercher les Américains, et qui nous ont bien sûr demandé notre identité.
Donc, je donne mon nom et elle voit que un papier que j'avais, la carte d'identité que j'avais, était marquée Hélène Guérin, née à Avignon. Et le renseignement que je lui donne ne correspond pas du tout. C'est Hélène Oppenwaldorn, habitant au 27 de la rue des Rosiers à Paris. Et elle me demande mais pourquoi avez-vous changé de nom? Et je réponds, ce qui est d'ailleurs la vérité, j'ai changé de nom parce que je suis juive. Donc, déportée juive, alors que j'étais une déportée résistante. Et un jour, la nouvelle est arrivée. Nous étions finalement avec le convoi qui devait rejoindre la France. On arrive à la gare du Nord et c'est pas très tôt, mais nous voyons, nous descendons du train et ce que je vois, ce que j'entends, il y a tout un groupe de femmes et je suppose que ce sont des femmes qui attendent leur mari prisonnier. Et ce que j'entends, mais bien entendu, c'est voilà les salopes qui rentrent. La Croix-Rouge nous attend et nous amène directement à l'hôtel Lutetia où nous sommes examinés, une ou deux radios. On nous remet un soutien-gorge, une culotte, on me donne une, j'ai pas voulu enlever ma robe, mais on m'en donne une, des chaussures, et puis avec une de mes amies, qui est d'ailleurs morte très peu de temps après, Blanche, d'un cancer de la gorge. Et comme elle n'avait pas où aller, que moi je savais, j'avais téléphoné, je savais donc que Georges avait conservé le logement que nous avions, où vivait mon frère, puisque Georges l'avait gardé. Et nous avons pris le métro. N'importe qui nous aurait reconnus comme étant des déportés, comme étant des gens qui venaient de subir quelque chose d'horrible. D'ailleurs, on le savait, ce qui s'était à peu près, on savait. Eh bien, dans le métro, les gens nous ont regardés monter, personne n'a bougé, tout le monde est resté assis, on ne nous a même pas regardés. Peu de temps après mon retour en France, le retour de ma sœur, qui est arrivé 15 jours après, donc nous avons été convoqués pour un procès à Alençon, dans lequel nous servions de témoins. Et bon, nous sommes partis, et puis arrivés vers Alençon, nous avons entendu une fanfare. Et j'ai dit à ma sœur, tiens, il doit y avoir quelqu'un d'important dans le train, parce qu'il y a la fanfare qui l'attend. Et lorsque nous sommes descendus du train, finalement, la fanfare, c'était pour me recevoir moi. Elle était pour moi. Donc, les Alençonnais, j'ai compris que les Alençonnais m'appréciaient. Et lorsque je suis descendue, il y en a plusieurs qui m'ont dit merci, qui m'ont embrassée, qui m'ont dit que je leur avais sauvé la vie. J'ai trouvé du travail, oui, j'ai trouvé du travail tout de suite. J'ai essayé, on a vécu là au 27 de la rue des Rosiers. Et voilà, et j'ai essayé de vivre.
Allô? Bonjour Pierre, comment allez-vous? Oh ben, moi je suis pas tellement bien, tellement faim. Comme je pars quand même, essayer. Donc je suis en train de préparer mes valises. Enfin, ça va pas vite, ça va pas vite. Voilà. Quoi? Oui, justement, j'ai acheté mes veilleuses, mais les fêtes de Kippour, quand on jeûne, c'est le 16 septembre. Mais enfin, je jeûne en Espagne. Parce que comme je dois rester jusqu'en octobre, le 5 octobre, il faut que je... Ça m'est déjà arrivé de jeûner en Espagne. Voilà. Pour mon père, ma mère et mon mari. Oui, oui, parce que j'ai du travail, Pierre. Voilà. Et je vous remercie, je suis bien contente de vous avoir eu. Bien contente. Voilà. Je vous embrasse très fort, Pierre. À bientôt. À bientôt. Leichun eranen oladu inari yonei tzurishenu nekad mafana bisaydo bismirais nari aloi yer gadol adoy no yumelech gadol akoim leloyim asher biyadim echkirei haaretz veisaf asarim